Mesdames et messieurs, à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média et vous nous recevez en radio sur la 96.3 FM et sur satellite Eutelsat et Amos, naturellement sur les plateformes YouTube et Facebook, et bien sûr beaucoup ont téléchargé l'application de Foyo et tout cela nous honore. Merci de nous faire confiance. Vous l'avez vu sur la thématique, nous parlons de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Il s'agit de la troisième personnalité américaine. Eh bien, cette visite a un goût amer, notamment pour l'Empire du Milieu, pour ne pas dire le pays du soleil levant. Vous comprenez bien que nous parlons de la Chine. Eh bien, se dirige-t-on vers une escalade entre Pékin et Washington? C'est la grande question que l'on se pose. Et pour en parler, trois invités, et pas des moindres. Un géopoliticien et bien sûr un analyste géopolitique et naturellement notre sociopolitologue et consultant permanent sur le plateau, c'est bien sûr Jonathan Batengene. Bonsoir Jo. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous les panafricanistes, tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent tous les jours, qui ont fait ce programme une émission culte de leur quotidien. Bonsoir à tous les techniciens qui sont à pied d'œuvre pour que cette émission soit retransmise avec une qualité d'image impeccable et aussi une écoute agréable. Bonsoir à la direction générale qui supervise les opérations, aux autorités du Cameroun, mais surtout les forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Et bien sûr, ces autorités qui vous suivent d'ailleurs au jour le jour, très cher Jonathan Batengene. Vous avez dit, et m'avez réservé, l'honneur et le privilège d'introduire nos deux autres invités. Le géopoliticien Luc Michel est avec nous ce soir. Bonsoir Luc. Bonsoir Bachir, bonsoir aux collègues panélistes et surtout à tous nos téléspectateurs. Ce sujet de ce soir est important parce que c'est un des deux grands dossiers de géopolitique internationale, l'Ukraine et la mer de Chine. Et pour la première fois dans l'histoire, les Américains ont choisi d'intervenir sur deux fronts, le front de la mer Noire et le front de la mer de Chine. Et c'est à mon sens une erreur stratégique profonde. Très bien, on comprendra tout cela dans quelques instants. Accueillons pendant ce temps notre cher Fabrice Béor du côté de la Russie. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à vous, bon baiser de Russie comme on dit. Merci, merci, spasiba. Et je reprends en russe aussi, hein, très cher Fabrice. Merci d'être avec nous, messieurs. Eh bien, commençons par vous, Fabrice Béor, justement, sur cette question. Permettez-nous ou aidez-nous à comprendre ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine dans le dossier taïwanais. Je laisserai dépeindre l'environnement géopolitique global qu'a introduit mon ami et camarade Luc Michel. Je vais me concentrer sur plutôt la partie en réalité actualité et les conséquences qu'il faut, les perspectives qu'on peut en avoir. Je parle du court et du moyen terme. Hein. Sur le moyen et le long terme, c'est comme je l'ai indiqué, Luc Michel qui dépeindra les éléments géopolitiques plus globaux. Alors, c'est une victoire médiatique de Pelosi, il faut le reconnaître, et mais par contre, c'est une défaite géopolitique pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que Pelosi, qui est la représentante donc américaine, donc du Parlement américain, est préoccupée, puisqu'elle est membre du Parti démocrate, pour les élections qui vont avoir lieu à mi-mandat. Je crois que c'est en octobre ou en novembre, et les démocrates, semble-t-il, vont les perdre. Donc il faut prendre un élément qui est bipartisan, puisque l'opposition à la Chine est bipartisan aux États-Unis, afin d'essayer d'un peu de reprendre du muscle. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. C'est le camp de la communication, hein, qui aujourd'hui est partout dans le monde occidental. Rappelons qu'elle n'a pas écouté, il faut quand même l'indiquer, les éléments de la diplomatie américaine et surtout des services de sécurité américains qui déconseillaient de faire ce voyage, eux pour des raisons à court terme, c'est-à-dire éviter que la Chine se rapproche plus de Moscou dans le cadre du conflit qu'il y a en Ukraine, bien évidemment. Et aujourd'hui, effectivement, on voit ce rapprochement qui est la conclusion en réalité, qui est un des éléments, un rapprochement un peu plus fort entre Pékin et Moscou, ce qui n'est pas normalement la politique du gouvernement américain qui voudrait bien détacher évidemment la Chine de la Russie dans sa confrontation habituelle. Parce que jusqu'à présent, la Chine était plutôt dans une neutralité positive vis-à-vis de la Russie, mais pas totalement non plus ouvert vis-à-vis de la Russie dans le cadre de cette confrontation. Et aujourd'hui, la Chine se rend compte
que les USA ne sont pas ici dans un esprit de compromis, mais bien le début d'un déclenchement d'une opération de confrontation qui va aller crescendo avec la Chine, avec eux, du seul fait qu'ils ne veulent pas évidemment perdre la première place dans les puissances mondiales, et la Chine évidemment est ce concurrent immédiat pour eux. Il faut aussi rappeler que l'armée chinoise n'est pas encore techniquement prête pour un véritable débarquement à Taïwan. C'est pourquoi vous avez depuis plusieurs années des programmes de réarmement et de la marine chinoise qui à marche forcée, allons-nous dire, pas une longue marche, mais véritablement à marche forcée. Et militairement, ils seront véritablement préparés, si on regarde les projections, que dans à peu près 5-10 ans, pas avant. Donc il n'y avait pas eu de toute façon de volonté de la part de la Chine actuelle de récupérer par la force militaire sa province rebelle. Donc une victoire médiatique de Pelosi, oui, surtout dans les médias occidentaux, ça fait plaisir aux journalistes, ça fait plaisir à tous ces gens qui vivent, journalistes occidentaux, je précise, qui vivent dans leur monde virtuel de la communication, mais les conséquences sera un rapprochement entre Pékin et Moscou, et bien évidemment, Pékin va faire payer à Taïwan cet affront, d'une manière ou d'une autre, et va faire payer aussi les États-Unis d'une autre manière, et la manière la plus simple, évidemment, c'est d'aider un peu plus la Russie dans sa confrontation actuellement contre l'OTAN en Ukraine. Et donc, si la Russie a engagé la confrontation avec l'Occident, avec l'OTAN, la Chine n'est pas encore prête, mais je crois qu'aujourd'hui, les États-Unis ont enclenché une machine, les Chinois l'ont bien compris, ils ont compris la division que les États-Unis ont faite au XXe siècle entre la Chine et à l'époque l'URSS. Ils ont la mémoire longue et ils ont bien compris que c'est de l'union et des forces entre Pékin, Moscou et les autres puissances de l'Organisation de la coopération de Shanghai et des BRICS qui permettra à ce moment-là d'arriver à ce monde multipolaire. Les États-Unis viennent faire une erreur par orgueil et toujours à court terme. On peut que les en remercier. En tout cas, à Moscou, on l'a compris. Et véritablement, personnellement, on s'en félicite puisque la défaite que l'OTAN subira en Ukraine sera un bon exemple pour les Chinois pour la suite des opérations en mer de Chine. Premier jet, Fabrice Béor, merci pour les éclaircissements. Luc Michel, alors pourquoi Taïwan est-elle si importante pour la Chine, et si on peut remonter un peu plus loin dans la géopolitique? Tout d'abord, il faut dire un mot sur ce que vient de dire Fabrice. Oui. Il faut savoir qui est Nancy Pelosi. Donc c'est après le président et le vice-président, le troisième personnage de l'État américain. C'est une acharnée de la sinophobie. Elle a déjà appuyé les événements de Tiananmen pour tenter de mettre au pouvoir un régime pro-américain en Chine dans la fin des années 1980. Évidemment, il faut dire une remarque pour nous, Africains. On fait honte aux Africains sur l'âge de leurs dirigeants. Mais Nancy Pelosi, que Trump appelle la momie, c'est une vieille dame de 82 ans. Trump, c'est un vieil homme malade, et Joe Biden, c'est un vieil homme de 84 ans qui n'a plus toute sa tête. Voilà les jeunes dirigeants de la jeune démocratie américaine. Comme Fabrice l'a expliqué, ce qui est déterminant immédiatement, c'est un enjeu de politique intérieure. Les élections de mi-mandat, c'est le renouvellement de tous les députés américains au Congrès et d'un tiers des sénateurs, et probablement que Donald Trump, puisque c'est lui qui est à la manœuvre, va reprendre le contrôle des deux chambres, ce qui va paralyser le gouvernement américain. Derrière ces élections, il y a la levée de fonds électoraux, puisque les campagnes américaines coûtent des millions de dollars. Une des principaux lobbies, à côté du lobby israélien l'AIPAC, c'est le lobby pro-Taïwan qui est capable de lever des sommes considérables. Le lobby pro-Taïwan, il est partagé entre des élus républicains. Trump était par exemple un pilier du lobby pro-Taïwan et des gens comme Nancy Pelosi. Et c'est pour ça qu'elle se rend au mépris de tous les intérêts des États-Unis à Taïwan pour essayer, dans des intérêts bassement électoraux, de rassembler de l'argent. Maintenant, à long terme, on est dans ces intérêts géopolitiques. Les Américains ont défini
maintenant leurs adversaires, ce qu'on appelle la doctrine Biden. Ils ont un adversaire immédiat, c'est la Russie, mais ils ont un adversaire principal, c'est la Chine. Non plus seulement un adversaire économique, comme disait Donald Trump, mais un adversaire géopolitique et militaire. Ils tentent de structurer une OTAN du Pacifique qu'on appelle le Quad, avec la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. Ils sont prêts d'ailleurs à laisser accéder l'Australie et le Japon à l'arme atomique, eux qui se disent opposés à la dissémination en Iran ou en Corée du Nord. Bien entendu, le but c'est de contrer la Chine qui apparaît comme le principal rival des États-Unis au XXIe siècle. Taïwan, c'est aujourd'hui un porte-avions américain. Au départ, c'est une ancienne colonie japonaise dont les nationalistes les nationalistes chinois du Kuomintang de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire les rivaux des communistes dans la guerre civile, se réfugient lorsqu'ils perdent la guerre civile. En 1948, on disait à l'époque l'île de Formose, qui est une ancienne possession portugaise et puis japonaise, et ils établissent une dictature militaire pro-américaine. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Ce n'est plus le Kuomintang qui est au pouvoir, mais le parti des sécessionnistes taïwanais qui contrôle les principaux postes, qui est allié des États-Unis et qui veut déclarer un État chinois indépendant à Taïwan, alors que jusque-là, l'ONU et les États-Unis avec la Chine, ils reconnaissaient une doctrine géopolitique qui est la doctrine de une seule Chine. C'est-à-dire que la Chine communiste, Taïwan, Hong Kong et Macao sont toutes des provinces d'un seul État chinois. En 2019, Donald Trump, au nom du lobby taïwanais, il a mis à mal cette doctrine. Il a commencé à reconnaître l'indépendance de Taïwan. Et maintenant, Biden marche dans les pas de Donald Trump. C'est évidemment inacceptable pour les Chinois. Il n'y a pas de risque, comme l'a dit Fabrice, de guerre immédiate. Tout le monde fait de la musculation, mais il est bien certain qu'une erreur peut toujours exister. Entre puissances nucléaires, elle serait dramatique. Mais il est bien certain que dans une dizaine d'années, on passera aux choses sérieuses. Est-ce que ça restera simplement une guerre par procuration, comme on le voit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine? Il y aura la Chine contre Taïwan, ou est-ce que la Chine et les États-Unis s'affronteront? C'est là, évidemment, que la paix mondiale sera en danger. Jonathan Batenguene, alors pourquoi la Chine réagit-elle durement à la visite de Nancy Pelosi? La réaction de la Chine à la hauteur de la provocation états-unienne, parce que si il y a un contexte national, effectivement, que nous partageons avec Luc Michel et Fabrice Béor, c'est-à-dire que les États-Unis se préparant à des élections de mi-mandat, renouvellement du Parlement, qui semble davantage se peaufiner à l'avantage du Parti républicain piloté, qui sera porté par Donald Trump, l'ancien président. Il y a le contexte géopolitique mondial. Les États-Unis, c'est ce que d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères chinois a réitéré, russe a réitéré, les États-Unis voulaient montrer à la face du monde qu'il n'y a pas de zone sur la Terre qu'il peut leur être interdit, qu'ils ont le droit de tout faire, qu'ils ont la possibilité de s'inviter sur tous les points de la planète. C'était une affirmation de leur hégémonie. Ils voulaient se présenter comme l'hégémon. Et dans cette perspective, ils ont malheureusement interféré avec, comme disait Luc Michel, un principe de politique intérieure en Chine, mais un principe propre à la nature même de ce qu'on appelle l'État, c'est-à-dire son indivisibilité, son unité. Et la Chine a réitéré en 1979, aux côtés des États-Unis, le principe d'une Chine. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas seulement la Chine qui avait proclamé une Chine unie. Les États-Unis ont reconnu une Chine. Quand vous regardez au niveau des Nations Unies, c'est la Chine qui est reconnue en tant que l'État
accréditer l'État qui défend les intérêts de l'ensemble de cette partie du monde. Taïwan n'est pas membre des Nations, n'est pas un pays membre de l'Assemblée générale des Nations unies. Il n'y a que quelques pays qui reconnaissent Taïwan dans le monde. La règle, c'est que tous les pays du monde reconnaissent la Chine comme étant le pays qui défend l'ensemble des droits de toutes ces populations. Donc les États-Unis, en prenant fait et cause pour la sécession taïwanaise, sont en train de menacer le principe même d'intégrité territoriale de la Chine. Et la Chine proteste donc vigoureusement pour montrer qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle entend défendre son unité nationale. Oui, nous sommes d'accord que la Chine ne procédera pas immédiatement. Mais à l'allure où les choses vont, il y a quand même des signaux assez forts qui sont lancés dans l'opinion internationale. Il faut se dire, l'actualité du côté de la Chine est davantage inquiétante. Ce matin, on parlait du blocus de Taïwan. Carrément, ils ont créé une zone de fermeture aérienne et de fermeture maritime. Actuellement, à Taïwan, il est impossible qu'un navire pénètre les eaux territoriales de Taïwan parce que les manœuvres militaires ont carrément encerclé l'île de Taïwan. Au niveau du ciel, on a vu 29 aéronefs chinois se pavaner dans le ciel taïwanais pendant que Pelosi est allé visiter. Et ce soir, on apprend que les Chinois veulent faire monter encore d'un cran les opérations autour de Taïwan. Et ce qui est encore inquiétant, c'est que les tirs se font à balles réelles. C'est-à-dire que les Chinois ne ménagent pas carrément leurs frères de Taïwan. Ils sont en train de leur montrer que vous avez franchi une ligne rouge. Nous sommes prêts à riposter. Déjà que le ministère des Affaires étrangères chinois avait prévenu que les États-Unis sont en train de poser un acte qui aura des conséquences inédites dans les rapports avec Taïwan et avec eux-mêmes les États-Unis. Actuellement, on est de plus en plus en train d'observer une escalade. Et il faut noter aussi que tout ceci va avec le contexte international. La crise en Ukraine et la contestation de l'hégémonie états-unienne. Dans le jeu, et c'est ce que Béor disait, du point de vue médiatique, il y a comme une victoire de Nancy Pelosi, mais il y a aussi comme une sorte de victoire. Oui, il y a une sorte de victoire du bloc des États-Unis parce que présenté médiatiquement, les médias de l'Occident donnent l'impression que les États-Unis ont effectivement affirmé leur puissance. Eh bien, il ne faut pas ignorer que les Chinois, dans cette logique-là, pourraient également, dans le cadre de la théorie du jeu, montrer qu'ils ne sont pas le foussard. Parce qu'à l'heure où nous parlons, Pelosi est encore sur le territoire taïwanais. Donc, il n'est pas exclu que les Chinois bloquent le départ de Pelosi pour montrer aux États-Unis qu'effectivement, c'est eux qui ont la main sur le dossier. Peuvent-ils aller jusque-là? Est-ce que ce ne serait pas un mauvais calcul? À l'heure où nous parlons, le blocus de Taïwan est déjà acté. On ne parle plus de Taïwan comme d'un endroit qui est accessible. D'ailleurs, le deuxième avion états-unien qui devait se diriger sur l'île de Taïwan hier n'a pas pu atterrir à cause du blocus qui avait déjà commencé à être engagé par l'armée populaire de libération chinoise. Donc, il ne faut pas croire que les Chinois sont restés tout à fait mièvres. Ils ont une réaction énergique, mais nous pensons qu'ils sont en train d'aller de manière graduelle. D'ailleurs, un stratège militaire expliquait dans un site spécialisé que les Chinois comptent d'abord réaliser le blocus de Taïwan avant peut-être de commencer à procéder aux opérations militaires proprement dites. Donc dans les jours à venir, parce qu'ils se sont donné une semaine pour les manœuvres militaires à tir réel, dans les jours à venir, il n'est pas exclu que les Chinois procèdent à une opération militaire spéciale comme celle qu'on est en train de voir en Ukraine. Très bien. Je retourne vers Fabrice. Fabrice, beaucoup de choses ont été dites. Alors, au vu de ce que vous nous avez donné, chers messieurs, est-ce qu'il y a des craintes, j'ai pas envie de dire d'une invasion quand même de Taïwan par la Chine? Est-ce que ces craintes sont aujourd'hui réelles et même crédibles? Non, personnellement, je ne pense pas. Comme je l'ai indiqué dans ma première intervention, vous avez... la marine chinoise n'est pas encore, on va dire, au niveau pour envahir l'île de Taïwan. Pourquoi? Parce que c'est pas une opération aussi simple, c'est une île montagneuse, c'est pas à 5 km de la côte, donc il faut quand même pas mal de navires, il faut les protéger. C'est pourquoi, depuis un certain nombre d'années, la Chine renforce chaque année, à marche forcée,
les capacités de sa marine, pour arriver dans la mer de Chine à des forces équivalentes et par rapport aux États-Unis, et pour l'objectif militaire qui serait un débarquement militaire, les Chinois n'ont pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, les capacités. Et puis, d'un point de vue même économique, ils ne sont pas encore totalement prêts afin d'arriver à une rupture comme pourrait l'être la Russie. La Russie a engagé le combat parce qu'il savait, la Russie, que ça allait venir. Et comme l'a indiqué Poutine un certain nombre d'années, une chose qui dit qu'il avait appris effectivement dans la rue que si le combat était inévitable, il fallait frapper le premier. C'est ce qu'il a fait en réalité. C'est une opération spéciale offensive, en fait, en défense de ce qui allait arriver quelques années plus tard et dans de plus mauvaises conditions. Les Chinois ne sont pas encore dans cette situation-là. Il y a effectivement beaucoup de choses qui sont en place, qui vont être mises en place, un peu le contre-FMI, un peu les BRICS qui vont se développer. Donc il n'y a pas encore toute l'autre monde n'est pas encore totalement organisé, structuré organiquement, et donc ils ne sont pas encore présents. Surtout, rappelons quand même que c'est un peu aussi le jeu entre les États-Unis et la Chine, c'est tu me tiens et je te tiens pas la barbichette, puisque le premier détenteur des bons de trésor américains, c'est-à-dire de la dette de l'État américain, rappelons que le dollar fonctionne sur la dette et non pas sur une valeur quelconque, comme aujourd'hui le rouble, c'est sur l'énergie, comme le yuan, ce sera certainement sur l'or, etc., etc. C'est les Chinois. Et donc, si du jour au lendemain, on va dire, les Chinois n'achetaient plus ou vendaient les bons du trésor, ça, ce serait une déclaration de guerre aux États-Unis. Ça, ce serait effectivement, c'est la bombe nucléaire que les Chinois ont entre les mains pour détruire l'économie américaine. Mais également, leur économie, à l'heure d'aujourd'hui, a encore besoin du monde occidental et en particulier du monde américain dans le cadre de sa transformation. Elle n'est pas encore totalement dans le cadre d'une transformation de croissance interne et de croissance régionale et en direction de l'Europe via les nouvelles routes de la soie. On n'est pas encore là. Ce pourquoi il y a eu des gesticulations de part et d'autre. Les Chinois ont le temps long. Peu importe la gesticulation des médias occidentaux et des gens assez naïfs qui se prennent à ce jeu et qui, j'entends sur les réseaux sociaux, disent les Chinois n'ont pas eu le courage d'eux. Oui, mais on est en train de parler de puissance nucléaire, on n'est pas en train de parler de jeux vidéo. Et donc, les Chinois ont le temps long, ils feront payer à Taïwan d'une manière ou d'une autre ce comportement, effectivement, et bien évidemment aux États-Unis tout autant. Maintenant, dans le cadre d'une guerre, et je vais terminer là-dessus, dans le cas d'une guerre, la chose qui est très importante, en plus, comme je l'ai précisé, que les Chinois pourraient du jour au lendemain vendre et solder les bons du trésor, ce qui ferait que le dollar s'effondrerait, donc l'économie d'ailleurs mondiale, occidentale et en particulier américaine s'effondrerait, c'est simplement l'arme technologique. Et quelle est cette arme technologique? La plupart de ce qu'on appelle des semi-conducteurs qui font partie du monde des constructions technologiques dépendent en partie un peu de la Chine, mais essentiellement de Taïwan, qui est le premier producteur mondial des semi-conducteurs. Il suffit à la Chine d'imposer un blocus maritime aérien, ça ils le peuvent à l'heure actuelle. Il n'y a plus de semi-conducteurs, il n'y a plus d'économie occidentale également. Donc ne croyez pas que la Chine est en position de faiblesse, au contraire elle est en position de force, mais pour réintégrer la province rebelle de Taïwan au sein d'une Chine unique, si la négociation ne réussit pas et qu'il faille qu'elle enclenche une opération militaire, elle a besoin également de préparer son économie, ce que la Russie avait fait depuis, en réalité, se préparer pour les armes depuis 2007-2008, depuis le discours en fait de Vladimir Poutine à la conférence de Munich, où il avait mis les points sur les i à l'OTAN. Ils avaient été surpris de cette réaction, surpris que enfin la Russie dise bah écoutez, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Depuis 2014, la Russie s'est également préparée à cela. La Chine ne l'est pas encore, donc ce n'est que partie remise. À court terme, Taïwan va payer. À court terme et moyen terme, le rapprochement avec Moscou va se raffermir, ce qui est très négatif pour les États-Unis. Et à moyen et long terme, ils préparent leur économie pour l'affrontement qui aura lieu avec les États-Unis et qui devra à ce moment-là être un peu plus, on va dire, chaude. Et la Chine, donc, n'est pas encore prête. Il n'y aura pas d'affrontement militaire à l'heure actuelle. Militaire, j'entends bien, mais il y aura des affrontements évidemment
économiques et sur des conflits de proxy, dans le cas précis, la Chine qui soutiendra encore plus la Russie dans son combat en Ukraine contre les pays de l'OTAN, c'est-à-dire contre les États-Unis. Qui est bien dit. Merci Fabrice Béor. Luc Michel, alors que représente Taïwan pour les États-Unis au point où quand même la première puissance mondiale va jusqu'à soutenir une sécession contre la Chine? Écoutez, Taïwan, c'est un porte-avions américain qui est au large des côtes de la Chine, qui neutralise le détroit de Taïwan et la mer de Chine et qui pose des problèmes géopolitiques, évidemment, à toute la géopolitique chinoise. Mais c'est également un symbole, c'est-à-dire le symbole du défi américain contre le pouvoir communiste de Pékin. Maintenant, je suis d'accord avec Fabrice, il faut arrêter de reprendre tous les poncifs de la propagande occidentale. Les soi-disant théories sur le danger militaire immédiat de la Chine à Taïwan, c'est de la pure propagande. Hier, on en a encore eu une illustration, c'est une fake news, celle que 29 chasseurs chinois auraient violé l'espace aérien de Taïwan. C'est tout à fait faux. Ça a été démenti ce matin par le ministère des Affaires étrangères chinois. Les Américains, exactement comme ils l'ont fait avec Poutine en Ukraine, ils veulent présenter la Chine comme l'agresseur et donc ils présentent de mauvais Chinois. Tout cela n'existe pas. Je suis également d'accord avec Fabrice. La Chine, elle n'a entrepris que depuis quelques années sa révolution géopolitique qui est de se donner des objectifs géopolitiques mondiaux et militaires mondiaux, notamment la construction de bases maritimes au large de l'Afrique et dans l'océan Indien. Et la Chine n'est pas prête à s'emparer de Taïwan. D'autant plus que Taïwan, c'est une forteresse américaine surarmée où existent les armes les plus modernes. Ce n'est pas un morceau facile à digérer. Quand on voit les difficultés que rencontre simplement la Russie contre une petite puissance militaire comme l'Ukraine, on se doute de ce que vivrait la Chine face évidemment à Taïwan. Taïwan adossé sur l'Australie, les États-Unis et le Japon. Mais il n'y a aucun danger militaire immédiat. Je le répète, il faut arrêter de dire des choses pareilles parce que c'est servir la politique américaine et c'est irresponsable. Les Américains veulent nous faire croire qu'il y a un danger militaire sur Taïwan. C'est tout à fait faux. Il y a un danger de crise, il y a un danger de crise particulièrement économique, mais c'est tout. Le reste, évidemment, ce sont les poncifs éculés des médias mensonges occidentaux. Batenguene Joe, quel est l'intérêt pour l'Afrique d'avoir un regard vers ce qui se passe aujourd'hui, ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis à Taïwan? L'intérêt est très important parce que les Africains ont pour partenaires les Chinois, les Russes, les États-Unis, la France. Mais on a des partenaires qui de plus en plus sont déclinants, qui sont décriés pour le type de coopération qu'on a eu avec eux. Et on a d'autres qui sont de plus en plus appréciés, qui sont sollicités pour la qualité de la coopération ou bien l'enrichissement qu'a apporté leur coopération, quoi qu'il y ait encore des critiques. Et quand vous mettez sur la balance, ceux qui sont décriés et qui sont déclinants, c'est ceux qui sont dans le bloc de l'OTAN, ceux qui sont avec les États-Unis. L'intérêt pour les Africains, c'est de voir si la Chine pourra tenir parole, si la Chine a la capacité d'accompagner de puissance sa coopération. Parce qu'on se rend compte que la coopération internationale aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cadre de relations économiques et de relations politiques entre deux pays. C'est aussi des relations militaires, c'est des alliances qui doivent être fortes pour engager et pour garantir la coopération économique. Si la Chine montre de la faiblesse face aux États-Unis, combien de pays africains seront rassurés d'avoir les Chinois comme partenaires? Il y a aussi tout ça qui est en train de se jouer. Oui. Les Chinois ont un avantage côté technologie, côté également accessibilité, c'est-à-dire le coût des technologies qu'ils importent, qu'ils exportent.
Mais il faudrait que les Chinois aient la capacité de soutenir. Politiquement, ils l'ont déjà fait au niveau des Nations Unies. Lorsque plusieurs pays étaient attaqués ou bien étaient menacés, subissaient les pressions au niveau du Conseil de sécurité, la Chine n'hésitait pas à utiliser son veto. Mais ce droit de veto ne suffit plus. Il faut que la Chine l'accompagne d'une capacité réelle de projection qui montre à ses partenaires que nous avons effectivement une puissance capable d'assumer ses choix. C'est ce qui se joue aussi à Taïwan. Parce que tous les regards braqués sur Taïwan, et je suis un peu d'accord avec lui quand il parle d'une embolie de communication sur la réponse militaire chinoise, quoique les Chinois eux-mêmes, il peut vérifier, les Chinois eux-mêmes communiquent sur les fameux chasseurs. Donc, les Chinois doivent faire preuve de fermeté. Ça, c'est une option qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir. Certainement, on sait qu'ils vont aller progressivement. Il y a, comme disait Béor, la question des semi-conducteurs. Il y a aussi le fait qu'ils ont décidé d'arrêter l'exportation des terres rares vers Taïwan, ce qui va également empêcher la fabrication des fameux semi-conducteurs qui sont aujourd'hui des éléments pionniers dans la fabrication technologique et qui servent en grande partie l'industrie occidentale. Mais les Chinois ne peuvent pas seulement s'arrêter là. Il faut que les Chinois aient la capacité de continuer à être le contrepoids des États-Unis. Et quelle belle démonstration si ce n'est sur son propre territoire. Oui. Donc, les pays africains qui regardent, il y a cet intérêt-là, c'est de voir jusqu'où la Chine est capable de porter une situation de géopolitique internationale. Il ne faut pas simplifier le fait que, du point de vue international aujourd'hui, le fait que la Chine ait quand même laissé Mme Pelosi entrer à Taïwan, ça soit un mauvais signal pour beaucoup de pays qui voudraient coopérer avec la Chine. Oui. Parce que si la Chine ne pouvait pas abattre l'avion de Mme Pelosi, ce qui serait d'aucun intérêt, vu d'abord son âge et vu l'avantage du point de vue géopolitique, on pourrait même taxer la Chine d'être une puissance criminelle. Oui. Si la Chine pouvait au moins interdire le ciel aux avions états-uniens, et au moins dans le cadre de l'image de la Chine puissance, ça aurait beaucoup joué. Il faut le reconnaître, la Chine a perdu un peu de son prestige et de sa vision d'une réelle puissance capable de faire le poids avec les États-Unis sur ce territoire, sur ce terrain-là. On peut dire que les États-Unis, là, ont marqué un gros point, du point de vue de l'image. Oui. Mais dans le reste, il y aura certainement, nous sommes sûrs, je ne reste pas optimiste, que je sais qu'il y a tout un discours qui est actuellement développé par un ensemble d'analystes, mais il faut rester froid et voir les choses telles qu'elles se passent. La Chine qui mène des manœuvres militaires, les États-Unis viennent de déployer ils ont quatre porte-avions qui sont déployés tout près de la mer de Chine. Il y en a un qui vient d'être rapproché de Taïwan. Ce n'est pas des signes qui montrent qu'il y aura l'apaisement dans les jours à venir. La confrontation est réelle, on devrait s'y attendre, quoique l'on sait que c'est deux puissances nucléaires. Donc, il y aura toujours une volonté d'éviter... Chacun gonfle les muscles, tout simplement, pour le moment. Les muscles qui sont en train d'être gonflés côté chinois, une chose est sûre, les Russes ont attendu 8 ans après la Crimée et la guerre dans le Donbass pour lancer leur opération militaire spéciale. Les Chinois seront là pour préparer certainement l'opération militaire spéciale. Sauf que les spécialistes, les militaires, reconnaissent une chose. La Chine, aujourd'hui, a suffisamment d'éléments pour lancer cette opération militaire spéciale. Même s'il lui faudra encore un ensemble d'autres éléments dans son appareil, la Chine a déjà suffisamment d'éléments. Ça, beaucoup d'experts militaires le reconnaissent et disent la question de l'annexion de Taïwan, ou du moins de la réintégration de Taïwan au sein du grand empire du milieu, ce n'est qu'une question de temps. Très bien. Merci Jonathan Batenguene. Messieurs, donnons la parole à quelques-uns de nos téléspectateurs et je reviens à vous. Et Jean Sakpounou nous appelle des États-Unis d'Amérique. Bonsoir Jean.
Jean Saponou, bonsoir, vous m'écoutez? Alors, est-ce que Jean m'écoute? Alors, je salue vos invités. Merci. Je salue vos invités, Jonathan, Luc, Michel, Béor et vos techniciens. Merci for you media. Bachir, le problème qu'il y a entre la Russie et les États-Unis, c'est la jalousie. C'est tout. La Chine voulait vous dire. Les États-Unis, il y a beaucoup de Chinois qui sont dans les administrations américaines, dans les sociétés privées américaines qui dominent le monde. Donc, et vous voyez la relation commerciale qu'il y a entre la Russie et l'Amérique, vraiment, on ne peut pas parler de ça. Parce que tous les produits que nous utilisons, ce sont les produits américains, ce sont les produits chinois. Même si c'est les sociétés américaines qui sont en Chine, qui fabriquent, ça porte la marque chinoise. Alors, parler d'une guerre, c'est une jalousie des Américains dans leur chute. Quand je dis américain, c'est ces sociétés privées-là qui s'en vont chercher de l'argent en tuant les autres pays, en détruisant les autres pays, et que j'appelle comme ça. Donc, alors, il n'y a pas une réelle chose, c'est une jalousie, simplement parce que la Russie devait supposée être avec les Américains dans leur domination diabolique. Quand je dis américain, c'est les sociétés privées là, qui sont en Afrique, partout dans le monde. Même l'armée américaine est privatisée. Alors, ne confondons pas les choses. Et nous sommes américains, c'est vrai, on ne peut pas admettre, nous, la basse classe, admettre ce genre d'injustice, parler de développement. Moi, je n'ai pas cautionné ça. Ce n'est pas juste. Alors, c'est une réaction ce qui se passe en Taïwan, c'est une injustice. Et dans la mesure où Taïwan est une île de la Chine, c'est comme Madagascar pour l'Afrique. Alors, on ne sait pas pourquoi cette réaction se passe, ça c'est une propagande. Et la jalousie. La Russie a décidé de s'associer, et plutôt, la Chine a décidé de s'associer avec la Russie pour former un bloc. Vous voyez, nous les Africains, nous devons observer ce qui se passe actuellement attentivement entre la Russie et l'Amérique. Et plutôt, pas la Russie, qu'est-ce que je dis, entre la Chine et l'Amérique. Parce que la Chine avait joué aussi le jeu des impérialistes en Afrique. C'est vrai. La Chine, au début, était une relation commerciale avec les Américains. Mais quand même, la Chine devait ne pas laisser passer certaines choses telles que... Est-ce que vous savez que... Bon, vous le savez très bien, je sais, vous les journalistes, que les Français se basent sur l'uranium de l'Afrique qui veulent commercer avec la Chine. La Chine a accepté de signer ce contrat. Ce qui est injuste, ça veut dire que la Chine coopère avec ces impérialistes pour piller l'Afrique. C'est ce qu'on avait au début. Mais aujourd'hui, heureusement, voilà qu'elle est menacée, la Chine. Parce que ces impérialistes n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. C'est des gens, c'est des groupes comme ça, c'est des buveurs de sang. Ils n'ont pas d'amis. Et vous connaissez le jour, la nuit, ils vont vous torcher pour vous chercher qui vous êtes. C'est comme ça qu'ils sont, ces gens-là. Donc, il n'y a pas une relation, c'est une domination. Alors, la Chine doit comprendre que dans ce jeu dans lequel nous sommes, pour la transformation du monde, de la justice et de la vérité, elle doit être claire et jouer le jeu clair pour que les Africains voient dans ce qu'elle fait, la Chine, la sincérité. Mais nous pensons que avec les contours que nous voyons actuellement, ça promet. Alors, il n'y aura pas la guerre. C'est des intimidations. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre contre ces impérialistes. Jean Saponou pour l'appel depuis les États-Unis d'Amérique. On va rester au téléphone. Lamine Diop nous appelle de Genève en Suisse. Bonsoir Lamine. Rebonsoir mon cher Bachir, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de Foyou ainsi que votre régie technique, et puis grand bonsoir à l'ensemble des panélistes participants à ces thématiques. Écoutez Bachir, je vais juste essayer d'accentuer les analyses très denses des panélistes, si je peux me permettre. Disons que si la visite de la pestiférée à Taïwan est perçue dans les médias occidentaux comme une réussite d'un coup diplomatique, il semble que c'est une autre démonstration très claire et instructive de jusqu'où l'OTAN et l'Union européenne peuvent aller en utilisant les méthodes les plus basses pour influencer ceux qui sont guidés par des intérêts nationaux
et qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier leurs principes, leur dignité au nom de la même règle que l'Occident impose à la place du droit international. Ce que je veux dire par là, effectivement, la pestiférée, comme l'a surnommé Trump, est la plus haute visite d'un responsable américain en 25 ans à Taïwan. Déjà, elle arrive en incarnation de l'ouverture, soi-disant démocratique, du soutien politique et militaire des États-Unis. Les Taïwanais pro-occidentaux sont très contents. Bon, évidemment, je veux dire en fait, bien évidemment, il ne faut pas surévaluer ce que tout ça représente à côté du jour où il viendra Pepe Biden, ou à côté du jour, tout simplement, viendrait le soi-disant irréprochable pape. Bon, il n'empêche que sur le plan diplomatique, c'est très mal choisi. Et je ne peux pas interpréter profondément ce qui les a poussés, ces Américains, à agir ainsi en si mauvais moment. Mais le fait que cela reflète la même ligne que celle dont nous parlons par rapport à la situation ukrainienne, je n'ai aucun doute là-dessus. Il s'agit d'un désir de prouver l'impunité à tout et à tous et de montrer leur permissivité. Tout ce que je veux, je peux le faire. C'est à peu près tout. Je ne vois pas d'autre raison de créer un tel irritant pratiquement sur un pied d'égalité, sachant très bien ce que cela signifie pour la Chine. Et pour finir là-dessus, la visite de Pelosi à Taïwan constitue ce qui est une nouvelle démonstration de l'approche incivile des impérialistes et une victoire pour le Parti communiste chinois, ça c'est sûr. Ensuite, à propos de la thématique d'hier, je voudrais rebondir sur un petit détail positif. Tout compte fait, je veux dire, j'ai imaginé ce que pourrait être la meilleure solution politique pour la Guinée-Conakry. Très brièvement. Étant donné que la Guinée a deux grosses ethnies, et à proprement parler, 33% de la population guinéenne est d'origine mandingue, malinké et soussou, et 32% Peul. Alors, face à une telle configuration, on a deux ethnies principales qui se disputent le pouvoir. Et l'un n'a jamais accédé au pouvoir, c'est-à-dire les Peuls. Eh bien, la Guinée-Conakry doit se résoudre à appliquer la présidence ethnique tournante à la nigérienne. Si la Guinée ne veut pas être un terreau de déstabilisation politique permanente à travers les Peuls. Ainsi, dire ou définir que les Peuls ne doivent pas accéder au pouvoir suprême, c'est une aberration politique cynique qu'il faut considérer. Et que la Constitution et la classe politico-sociale guinéenne doivent exonérer sa part de responsabilité là-dessus. Bien évidemment, ils doivent revoir immédiatement leur copie avant que le foot jalon, je veux dire, à cheval sur 3 pays voisins, devienne un outil de géopolitique à propos des peuples. Merci, à bientôt. Ciao. Merci, très cher Lamine Diop. Rassurez-vous, on reviendra sur ce sujet dans les prochains jours. En attendant, retournons vers Fabrice Béor, justement. Fabrice Béor, dans quelle mesure la Chine peut-elle faire payer cet affront, c'est-à-dire le voyage de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, dans quelle mesure elle peut faire payer cela à Washington? Par des sanctions économiques ou un excès de zèle par rapport à la livraison de certains matériels, puisque si effectivement, comme je l'ai précisé, Taïwan est le leader mondial de production des semi-conducteurs, il n'empêche, bon, la Chine en produit également, mais pas encore au même niveau de toute façon que Taïwan, quel que soit le pays d'ailleurs au monde, Taïwan est vraiment le leader. Taïwan a besoin de deux choses, de minerais, donc de terres rares, dont les Chinois ont à peu près 90%, si ce n'est plus, les capacités de production mondiale, et à l'heure actuelle, puisque si on chercherait, à mon avis, on en trouverait ailleurs, mais pour l'instant, c'est quand même la Chine, et de gaz spéciaux qui permettent de faire ces soudures. Je rappelle que ces gaz, le principal producteur était l'Ukraine et la Russie, et aujourd'hui, on va dire la Russie. Donc vous comprenez bien que si les producteurs de ces semi-conducteurs sont taïwanais, il suffit de couper un des deux robinets, donc des terres rares ou du gaz, pour avant qu'ils puissent se retourner quelques années, et c'est la fin de l'économie mondiale telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisqu'elle repose sur ces éléments de technologie, les smartphones, les ordinateurs et tout ce qui va avec l'électronique. Donc la Chine, vous savez, vous avez la partie communication où les médias occidentaux pensent qu'ils sont au centre du monde
et il ne faut pas les écouter, parce qu'aujourd'hui, et surtout depuis le 24 février, on s'est rendu compte que les médias occidentaux avaient fait en fait un coup d'État sur la liberté d'information, puisque vous n'avez véritablement qu'un seul son de cloche et des propagandes grotesques sur l'Ukraine, on l'a entendu, et sur la Chine également. La Chine a le temps long, et donc la Chine, comment elle peut le faire? Eh ben, vous savez, les Taïwanais dépendent comme énormément d'un point de vue maritime pour ses approvisionnements, d'un point de vue aérien, donc les Chinois peuvent faire régulièrement des manœuvres militaires qui vont perturber le commerce, on va dire, maritime de Taïwan. Vous avez ces éléments-là. Vous avez évidemment beaucoup d'entreprises taïwanaises fonctionnent avec des entreprises chinoises sur le continent. Donc il peut y avoir effectivement des éléments de rétorsion. Il y en aura, c'est une évidence. Maintenant, le meilleur élément que la Russie va faire, puisqu'elle doit punir Taïwan pour avoir participé à cette provocation, qui n'est pas dans l'intérêt de Taïwan d'ailleurs, entre parenthèses, et également, en fait, faire payer aux États-Unis cette provocation. Et là où les États-Unis aujourd'hui sont le plus engagés, c'est bien sur le terrain et l'affrontement en Ukraine. Donc comprenez bien que la Chine va certainement réagir. Mais maintenant, vous savez, c'est pas les médias, c'est pas sur les médias que ce sera déclaré. Il y a des choses que les États font et ne le déclarent pas. Vous voyez bien, la Russie, sur le territoire ukrainien, n'engage qu'à peu près 120 000 hommes. C'est même pas 20% de ses capacités. Elle emploie du matériel de seconde classe et pas de première classe. En face d'elle, elle a en face une armée 3 à 4 fois plus importante. Si vous regardez le territoire, c'est comme si elle avait envahi 3 fois la Belgique. Donc imaginez bien que si les Russes peuvent faire ça à leur rythme, les Chinois peuvent également le faire. Ils ont le temps. La Russie a le temps. C'est pour ça qu'elle y va lentement. La Chine a également le temps. Ce que n'ont pas les pays occidentaux engagés dans la crise qui commence, et ce que n'ont pas évidemment les États-Unis. Et il ne faut pas tomber dans les provocations américaines. Il ne faut pas tomber dans ce jeu de grands enfants. On n'est pas dans un western. Détruire l'avion de Pelosi, c'est quoi? C'est la Troisième Guerre mondiale. Vous vous rendez compte quand même ce que ça veut dire. Donc, il faut arrêter avec ces imbécilités. La Chine, évidemment, fera des rétorsions sur Taïwan, économiques, politiques, mais elle fera surtout payer aux États-Unis ce mauvais pas, et elle peut le faire payer immédiatement. Mais vous savez, ça ne changera pas à long terme la situation, c'est-à-dire la naissance d'un monde multipolaire. Ça ne changera pas le fait que vous avez un Occident qui est décadent et qui fait face aujourd'hui à un monde qui se construit avec Pékin et Moscou comme centre et avec tous ses alliés des BRICS. C'est un élément passager. Ce sera fait payer par Pékin à Taïwan et aux États-Unis, mais ça ne change absolument rien sur le cours géopolitique, le cours historique qui a eu 2 dates. La première date, c'est en réalité le coup d'État du Maïdan qui a vu que la Russie a enfin réagi avec la Crimée, et ce 24 février où la Russie a assez attendu de négocier, de chercher des compromis avec des pays, en pensant que les Européens allaient pouvoir se détacher plus ou moins de l'influence américaine, ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Et donc, nous avons ces 2 dates. Aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière, ça a été indiqué par Sergei Lavrov. Les Chinois, qu'ils le veuillent ou non, sont engagés dans cela. Ils sont engagés récemment, il y a quelques années à peine, par rapport aux Russes. Je pense que ce coup de pouce américain sur Taïwan va accélérer la démarche. Comme toujours, les Américains, bien qu'ils ont des géopolitologues qui ont une vision à long terme, mais les politiciens mènent une politique à court terme, et cette politique à court terme ne sera pas positive pour eux, puisqu'ils ne vont qu'accélérer le rapprochement, je le réindique, puisque c'est essentiel, entre Moscou et Pékin, et c'est sur ce terrain-là que l'on verra. Et vous savez, cette histoire, en fait, ce premier acte de ce tremblement géopolitique mondial qui a commencé en Ukraine
se terminera par la victoire effectivement de la Russie. Et à partir de là, vous verrez que les équilibres sont différents. Vous verrez encore des dizaines de provocations américaines, médiatisées comme on veut, mais ça ne changera rien sur le terrain. Ce qui compte sur le terrain, c'est si vous gagnez ou pas. La communication en Ukraine ou en Europe occidentale ou aux États-Unis sur ce qui se passe en Ukraine, où on entend que les Russes perdent, etc., ça ne change pas sur le terrain, ils gagnent. Les Chinois ne prêtent pas attention sur la même chose, sur les déclarations victorieuses des États-Unis et de la presse aux ordres, les médias de l'OTAN au sein des pays de l'Union européenne. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont faire et qu'ils continuent à avancer. La Chine continue à avancer dans son renforcement militaire et économique souverain, alors que les États-Unis ne sont que, en fait, en période de déclin, ce pourquoi en ce moment, ils tuent l'Europe pour pouvoir la vampiriser et gagner quelques années. Mais ça ne changera pas le cours historique. Donc oui, victoire médiatique de Pelosi, mais Taïwan va le payer et les États-Unis également. Et on le verra sur le terrain ukrainien. On voit que tout est lié. Ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans la mer Noire et ce qui se passe dans la mer de Chine. On commence dans la mer Noire. Première période qui se terminera en Ukraine et qui continuera ailleurs dans le monde. Et le dernier presque affrontement, allons-nous dire, qui fera que les États-Unis redeviendront une puissance régionale et que son impérialisme mondial sera terminé, ce sera lorsqu'ils auront perdu la victoire, le combat contre la Chine et que les pays européens totalement décatis auront compris que leur intérêt, c'est de s'allier avec la Russie et de se détacher de l'impérialisme américain. Fabrice Béard, tournons vers Luc Michel. Luc, Fabrice parlait d'un tremblement géopolitique faisant allusion à l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. On vit aujourd'hui un autre séisme du côté du Taïwan entre la Chine et les États-Unis. Ajoutez à cela quand même le revers qui semble être vérifiable de plus en plus sur le continent africain avec ces pays qui ont des velléités souverainistes se détachant des anciens patrons. Est-ce que tous les ingrédients d'une nouvelle guerre mondiale sont réunis? Il faut comprendre quelque chose. Évidemment, il faut lire les géopoliticiens américains. Le principal d'entre eux, il s'appelle George Friedman. Il a dirigé le think-tank du Pentagone et du lobby militaire, ce qu'on appelle Stratford. Il a écrit un livre qui s'appelle The Next Century, les 100 prochaines années. Et il explique comment les États-Unis vont refaire du 21e siècle un siècle américain. Friedman est conscient du déclin américain. Il pense que, justement, le moyen d'enrayer ce déclin et de rabattre les cartes au profit des États-Unis, c'est la Troisième Guerre mondiale que les Américains doivent bien entendu gagner. Friedman et les Américains se positionnent donc en vue de cette Troisième Guerre mondiale. Avant celle-ci, il faut éliminer avant 2030 la Russie. C'est ce qui se passe en Ukraine. C'est mal parti. Il faut avant 2040 éliminer la Chine. C'est ce qui se passe sur Taïwan. C'est mal parti aussi. Mais ces gens, évidemment, sont dangereux parce qu'ils ont accepté l'idée d'une Troisième Guerre mondiale, y compris qu'elle soit atomique. Dans les pages que Friedman consacre à la Troisième Guerre mondiale, il y a l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, en particulier l'Europe centrale et la Roumanie, qui est le principal pays où se déroule la Troisième Guerre mondiale, est entièrement ravagée par les bombes nucléaires tactiques. Hier, le ministre Lavrov expliquait que les Américains déstabilisaient la géopolitique mondiale et qui mettaient en cause la paix mondiale. Je partage cette opinion. Les Américains sont des fauteurs de guerre. Dans les années 1960, il y a un célèbre film de Stanley Kubrick où on explique comment, par hasard, la Troisième Guerre mondiale atomique démarre. Ça s'appelle le docteur Folamour en anglais, le docteur Strangelove. Aujourd'hui, les docteurs Folamour, ils sont au pouvoir au State Department avec Blinken, à la Maison Blanche avec Biden et Trump, au Congrès des États-Unis avec Nancy Pelosi. Ces gens sont des fous dangereux, évidemment, et ils sont suivis par une cohorte de gens encore plus fous qu'eux. Ce sont les experts, les anciens généraux des plateaux de télévision français
ou allemands, les anciens généraux et colonels français, les généraux et colonels français Gamelin de 2022. En 1939, les Français proclamaient « Nous allons gagner parce que nous sommes les plus forts ». Ça s'est achevé en 5 semaines au plan Wehrmacht d'Adolf Hitler. C'est la même chose qui va se passer aujourd'hui si cette troisième guerre mondiale arrive. Mais en attendant, il ne restera rien de la planète. Batengene, l'Afrique devrait-elle choisir son camp dans cet autre conflit? L'Afrique choisit son camp, non, l'Afrique défend ses intérêts. Oui. D'accord. Ce serait la meilleure option. Et ses intérêts actuels, l'Afrique sait avec qui elle les défend. C'est ça qui est le plus important. Quand vous regardez sur le continent, vous avez une carte qui est hétérogène. Cette carte n'est pas homogène. Oui. Vous avez des États qui collaborent avec les pays de l'OTAN, qui sont désormais, ils s'affirment comme étant les héritiers d'une tradition de collaboration, ce qui est mal vu par nous les panafricanistes. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une posture qui compte. Elle compte effectivement parce que ces gens, ils ont des positions fortes et ils entendent faire régner leur vision sur le continent. C'est par exemple Bazoum, c'est Ouattara, c'est Damiba. Donc cette mouvance qui est proche de la France, proche de l'OTAN. Vous avez de l'autre côté ceux qui pensent que les intérêts de l'Afrique, c'est de s'émanciper. Et dans le cas de l'émancipation, ils ont développé une coopération multilatérale avec les nouveaux partenaires de l'émergence, c'est-à-dire les pays des BRICS, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous ces pays, l'Inde, et même l'Algérie. Donc, ces pays-là, vous avez le Mali, le Cameroun, vous avez la RCA, vous avez un ensemble de pays comme ça, le Burundi, qui sont en train de développer une nouvelle façon de voir. L'Éthiopie également, s'il faut rendre hommage à ce pays qui est en train de se battre. Oui, l'Afrique doit défendre ses intérêts. Alors, où est-ce que les intérêts de l'Afrique sont les mieux défendus? C'est ce qu'on pourrait se poser comme question. Parce que si nous disons l'Afrique choisit un camp, vous savez effectivement que ça devient très facile de dire, d'accuser les Africains d'être des gens qui s'alignent de manière moutonnière derrière les Russes ou derrière les Chinois. Qu'ils sont hypocrites, comme l'a déclaré le président français. Le plus hypocrite qui venait en fait nous faire des leçons d'hypocrisie en nous accusant d'hypocrisie. En fait, comme quelqu'un me disait encore, derrière Emmanuel Macron, il n'y a que de l'hypocrisie et il n'y a rien de consistant. Donc, s'il faut revenir à notre cas, l'Afrique est en train d'opérer des choix stratégiques. Et ces choix stratégiques-là, quand on regarde les meilleures options pour le développement de l'Afrique, il faut que l'Afrique soit autonome. Si vous regardez la situation, par exemple, de la guerre en Ukraine, tirer des leçons, le fait que les avoirs des Russes, les devises russes ont été gelées dans les banques occidentales, 300 milliards, ça veut dire que si nous avons nos devises en excédent sur des territoires étrangers, c'est un gros risque demain si nous sommes en confrontation avec certains pays. Vous voyez un peu? Donc, dans cette option-là, l'Afrique pourrait gérer ses intérêts différemment. Et donc, pour tirer des leçons de ces situations, il faudrait que l'Afrique ait en grand nombre ses devises sur son continent, que l'Afrique maîtrise les thèmes d'échange avec ses partenaires, que l'Afrique ait une meilleure maîtrise de ses matières premières, de ses ressources naturelles, et l'Afrique ne peut pas le faire avec l'Occident, avec les États-Unis. Dans ce cas-là, l'Afrique doit coopérer avec les nouveaux partenaires émergents. Donc les pays qui ont choisi les nouveaux partenaires émergents semblent être dans la bonne approche de coopération multilatérale aujourd'hui dans le monde. C'est ces pays-là qui peut-être vont jouer le rôle de pionniers et vont tirer l'ensemble des autres pays dans le cadre d'un développement régional, dans ce que nous avons comme rêve d'un panafricanisme. Oui, dans ce cadre-là, oui, l'Afrique peut choisir une option de coopération dans le cadre international. Mais les partenaires, c'est un peu comme des situations, des options dans la vie, on les adopte en fonction de ce qu'on veut réaliser. Et l'Afrique, pour l'instant, peut choisir des partenaires qui sont en train de challenger l'hégémonie occidentale, parce que c'est cette hégémonie occidentale qui a maintenu l'Afrique dans le sous-développement, la pauvreté, les guerres, la misère. Donc, si l'Afrique veut sortir de là, l'Afrique doit trouver des partenaires qui empêchent à l'Occident d'avoir cette mainmise sur les ressources africaines, de contrôler les devises africaines et de continuer à mettre l'insécurité en Afrique. C'est un peu ce que nous pouvons tirer comme leçon de cette confrontation. Taïwan, certainement, trouve son intérêt auprès des États-Unis.
Vous avez vu, ils sont les champions du monde en fabrication des semi-conducteurs. Ils ont une coopération avec les États-Unis qui est très accrue, avec l'Angleterre également. Et tous ces pays-là leur apportent ce qu'ils n'apportent pas à l'Afrique. Donc, l'Afrique ne pourrait pas dire qu'avec les États-Unis, ils sont dans le même type de coopération qu'avec Taïwan, et donc l'Afrique ne trouverait pas d'intérêt avec les États-Unis. Ça, c'est ce que les Africains peuvent avoir. Nous avons une lecture comparative quand nous regardons ces confrontations-là. Oui. Nous n'avons pas une lecture d'alignement systématique derrière un X ou un Y. Encore, c'est des conflits qui ont une histoire. Ne regardons pas aujourd'hui l'histoire de Taïwan. Luc Michel l'a rappelé, oui. Ça date de 1949. Lorsque les communistes ont pris le pouvoir en Chine et le Kuomintang s'est réfugié sur l'île et a fait de l'île une sorte de nouveau territoire coupé de la grande Chine. Donc c'est toute une histoire et le Kuomintang a une histoire également au sein de la grande Chine. Lorsque vous revenez avec les Chiang Kai-shek et les Mao Zedong, vous retrouvez une histoire de leaders qui se sont disputés le leadership au sein de la Chine. Donc, il y a une histoire là-bas. L'Ukraine, c'est une histoire qui a créé ces problèmes. Ce ne sont pas des problèmes actuels, ce ne sont pas des problèmes qui sont nés aujourd'hui. Tout comme également la colonisation et la situation de l'Afrique n'est pas une situation actuelle. On ne pourrait pas chercher les mêmes solutions pour résoudre ces mêmes problèmes, mais nous pouvons adapter certaines solutions en fonction des pesanteurs du moment. Merci Joe. Alors nous retournons, ce sera certainement le dernier tour de table et là c'est avec Fabrice Béor. Fabrice, faut-il s'attendre aux représailles économiques de la Chine contre les États-Unis d'Amérique et si oui, quelles en seraient les conséquences sur le reste du monde? Je pose cette question en faisant bien sûr le corollaire avec la question ukrainienne et qui n'a pas quand même laissé le monde comment dire, sans souffrance. Ce ne sera pas le cas à l'heure d'aujourd'hui, puisque comme je l'ai précisé, vous avez les Chinois qui dépendent encore du marché américain en grande partie pour son économie. L'économie chinoise qui n'a pas encore totalement basculé dans la croissance intérieure et dans la croissance régionale. Donc, c'est pas pour cela. Et puis, les États-Unis ont besoin de la Chine pour ses bons du trésor, puisque c'est le premier détenteur, c'est quand même la Chine, même si elle se sert de ces bons du trésor, justement, entre parenthèses, pour financer en grande partie les routes de la soie, donc elle les élimine de cette façon-là. Mais sans les investissements chinois dans les bons du trésor, il n'y a pas de monnaie américaine. Et sans marché américain, il n'y a pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, d'économie chinoise qui peut croître. Donc c'est un peu, je te tiens, tu ne tiens pas la barbichette, mais tout le monde sait très bien qu'à un moment, ça va s'arrêter, cette petite histoire. Les Chinois ont bien conscience que tous les bons, les milliards, les centaines de milliards, les milliers, les centaines de milliards de dollars de bons du trésor un jour ne vendront plus rien. Là, on voit bien ce qui s'est passé avec les réserves de la Banque centrale et même des fortunes privées, qu'elles soient grandes ou petites, des Russes dans les pays occidentaux du jour au lendemain, sans base légale, simplement par décision autoritaire, voire totalitaire des pays occidentaux, qui les ont totalement en fait volés, tout simplement. C'est de la rapine internationale. Vous allez me dire, venant de pays du bloc impérialiste, c'est normal, c'est traditionnel. Et donc les Chinois en ont bien conscience, mais on n'en est pas encore là. Donc, pour répondre à votre question, il n'y aura pas de confrontation directe, comme il n'y a pas eu de confrontation militaire directe. Il n'y aura pas de confrontation économique directe, bien qu'il y aura des sanctions contre sanctions. Politique anti-chinoise avancée par Obama, poursuivie et mise en application pratique par Trump, continuée aujourd'hui, on le voit bien, par le camp démocrate au pouvoir. Et si Trump revient au pouvoir, il ne fera qu'accentuer la chose, puisqu'il y a un accord bipartisan contre la Chine. Le Parti démocrate et les républicains sont d'accord pour lutter contre la Chine, ça, il n'y a aucune différence. Donc, il y aura par contre, à court terme, comme je l'ai indiqué, un affrontement ou des coups qui seront donnés par la Chine d'une manière indirecte, en soutenant la Russie donc dans son combat d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en n'appliquant pas intégralement ou en augmentant à ce moment-là le commerce bilatéral dans d'autres domaines que dans le domaine énergétique qu'à l'heure actuelle, et également vis-à-vis de Taïwan. Et ça, si la Chine, vous savez, quand la Chine sera prête militairement, quand la Chine sera prête économiquement, à ce moment-là, elle fera comme la Russie,
ce sera peut-être pas automatiquement une opération spéciale, blocus de Taïwan, ou simplement, même sans blocus de Taïwan, il suffit qu'elle coupe l'approvisionnement en matières premières, donc en particulier des terres rares, et il n'y a plus d'industrie de haute technologie à Taïwan, et il n'y a plus d'industrie haute technologie dans le monde occidental. Voilà. Donc la Chine a une bombe nucléaire, elle n'utilise pas maintenant, comme les Russes n'utilisent pas même certaines armes qu'ils ont dans le conflit à l'heure actuelle, puisqu'ils se réservent au cas où ça passerait à un autre niveau. C'est en cela qu'il faut comprendre que la Russie, comme la Chine, sont des vieux États qui sont raisonnables, rationnels, qui calculent selon les intérêts et surtout le danger et la responsabilité qu'ils ont par rapport à l'équilibre mondial. Et voilà quelle est la situation. Donc, je conclus, la Chine ne fera pas, répondra en fait comme la Russie aux agressions américaines économiques. Si les Américains continuent leurs sanctions, parce qu'il y en a, ils feront des contre-sanctions, mais ce n'est pas immédiat, allons-nous dire. Mais il y aura des réponses par proxy, par intermédiaire. La Chine ne va que renforcer sa politique, surtout que le président chinois à l'heure actuelle, qui a quelque peu modifié le cours politique intérieur, face également à un congrès qui va devoir le reconduire pour un 3e mandat, évidemment, ne va pas ne pas réagir, c'est une évidence, pour pouvoir montrer qu'il tient toujours la barre, ce qui est le cas. Donc il y aura une réponse, comme je vous l'ai indiqué, une réponse qui sera indirecte, asymétrique, comme disent les Russes. Comme vous avez remarqué, en 2014, il y a une réponse asymétrique. Elle était d'abord en Crimée, elle a été tout de suite après en Syrie, en Libye, et aujourd'hui on revient sur le dur du terrain, c'est-à-dire sur l'Ukraine. Ça se passera de la même façon avec la Chine. Soyez patients, cet empire est très ancien. C'est comme les Russes, ils jouent aux échecs et pas aux dames, donc c'est plusieurs coups d'avance. Les Chinois également, lisez Sun Tzu et vous comprendrez bien comment et où va la Chine à l'heure d'aujourd'hui. Pas de conflit militaire à court terme, pas de conflit ouvertement économique à court terme, même si ça va aller crescendo avec les prochaines élections. Par contre, ne doutez pas de ce qui va arriver, et comme l'a dit Luc Michel, le danger, en réalité, c'est pas la réaction de la Chine ou la réaction de la Russie qui ne sont qu'en défense. C'est la réaction folle des Américains qui sont en train de voir qu'ils perdent leur domination mondiale, puisque leur American Dream fonctionne que sur le dollar qui est une pyramide de Ponzi qui fonctionne sur la dette. Quand il n'y aura plus d'investissement économique aux États-Unis, il n'y aura plus de dollars. S'il n'y a plus de dollars, il n'y a plus d'Amérique qui gouverne le monde. Voilà quel est le problème. Et voilà, quand vous voyez les Américains qui écrivent noir sur blanc, qui écrivent des scénarios dans lesquels la Troisième Guerre mondiale et l'emploi d'armes tactiques localisées, comme disent les généraux américains, vous comprenez qu'il y a un danger. Et c'est en cela que la réponse mesurée de la Russie et de la Chine est au contraire à mettre en avant et non pas y voir une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de sagesse. Fabrice Béor pour cette belle conclusion, en tout cas de son côté. Et bien sûr, cela nous conduit inévitablement vers Luc Michel. Luc, en dernier mot, en dernier ressort, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Quelles sont les principales leçons à retenir de cet autre épisode de bras de fer entre les États-Unis et la Chine? Mais il faut retenir quelque chose, c'est une réflexion stratégique. Oui. Tous les États qui ont accepté de faire la guerre sur deux fronts l'ont perdu. Les Allemands en 1918, les Allemands en 1940-45, tous les pays qui ont fait la guerre sur deux fronts ont perdu la guerre. C'est ce que les Américains viennent d'accepter. Jusque-là, ils voulaient faire la guerre soit à la Russie, soit à la Chine. Aujourd'hui, c'est le sommet de l'OTAN qui s'est tenu il y a quelques semaines. Ils ont accepté de faire la guerre avec deux adversaires en même temps sur deux fronts. Et en plus, ils croient à leur propre propagande. Ils croient qu'ils vont gagner la Troisième Guerre mondiale. Ils croient que le 21e siècle, c'est un siècle américain. Ils croient au scénario géopolitique de Friedman et compagnie. Lorsqu'un pays croit à sa propre propagande, il court à sa perte. Les exemples les plus récents, les plus spectaculaires, c'est le Troisième Reich de Hitler,
qui, en attaquant l'URSS, croyaient que c'était un État dégénéré, suivant leurs propres termes. Ils ont fini par la prise de Berlin, mais c'est également les néoconservateurs de George Bush. Ils ont cru qu'ils allaient gagner en Irak, qu'ils allaient gagner en Afghanistan. Ils ont perdu. Malheureusement, derrière tout cela, c'est la paix du monde, comme le souligne Poutine et Lavrov, qui est en danger. Jonathan Batengeni, vous en ressort définitivement. En fait, on est en train d'entrer dans les phases de réconfiguration. Mais il faut noter que nous ne sommes pas encore dans le ventre, dans le point dur de la situation. Nous sommes encore dans la réconfiguration et dans la prise, les prises de position. On a la Russie d'une part qui se présente comme un des candidats à la nouvelle hégémonie. On a la Chine. On a les États-Unis qui veulent conserver leur rôle hégémonique. Il faut noter que ça ressemble à la fin du 19e siècle, quand l'Angleterre avait été sérieusement challengée et doublée par l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est la Chine qui économiquement a carrément mis les États-Unis en difficulté et est devenue la première puissance économique. Sur le plan militaire, on a une Russie qui davantage se présente comme le leader mondial du point de vue militaire. Et on a du point de vue idéologique, une idéologie qui est en train de mourir, le capitalisme libéral. Et pour dire de manière générale, le libéralisme, parce qu'il peut être démocratique ou capitaliste. Donc le libéralisme est en train de mourir. Mais dans sa dégénérescence, on n'a pas encore vu émerger une idéologie compétitive. C'est un peu le problème qu'a connu l'Allemagne et l'Angleterre, c'est-à-dire que l'Allemagne avait toute l'infrastructure militaire, avait toute la superstructure économique, mais il y avait l'infrastructure britannique qui perdurait. Et c'est grâce à cette infrastructure que les Britanniques ont réussi à survivre à l'Allemagne et ont réussi à imposer les États-Unis, à aider les États-Unis à s'imposer comme puissance dominante au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on a des idéologies qui sont en train d'émerger. L'Afrique vient avec le panafricanisme. C'est pourquoi nous demandons à tous les Africains de se mobiliser et de rester toujours mobilisés. Notre proposition forte au XXIe siècle, c'est le panafricanisme. Oui, nous sommes d'accord que les Friedman et Brzezinski aient écrit de magnifiques ouvrages qui sont lus par de brillants étudiants dans leurs universités, mais toujours est-il que le panafricanisme qui aujourd'hui triomphe, ça n'a pas triomphé parce que c'était magnifiquement écrit par un des plus grands géostratèges de ce monde. C'est une construction quotidienne, ce que les Américains appellent le pragmatisme, qui aujourd'hui est en train de porter les triomphes du panafricanisme. Donc nous, Africains, nous devons rester forts sur nos positions panafricanistes. Cette idéologie est en train de gagner dans le monde. Les peuples de la Terre commencent à se retrouver dans la vision panafricaniste. D'ailleurs, notre frère Luc Michel, tout le temps, reconnaît le triomphe du panafricanisme dans le monde. Et cette proposition forte que nous apportons fait de nous également des candidats sérieux à la reconfiguration de ce monde en tant qu'hégémon stabilisateur. Merci. Et donc, hégémon stabilisateur, c'est aussi la position de Foyo Media. Vous l'avez suivi et nous parlions de Nancy Pelosi qui était en visite du côté du Taïwan, elle y est d'ailleurs. Eh bien, on s'interrogeait sur ce qui se passe réellement entre les États-Unis et la Chine. Sujet qui pourrait naturellement revenir puisque l'actualité brûle et elle avance avec nous à Foyo Media. Bonne suite des programmes et à très bientôt.